Si l'éléphant grimpe sur la baleine, qui gagnera? C'est ce que m'a demandé mon meilleur ami Misha Aptekman quand nous avions 6 ans. Comme on le sait, la Russie, l'Inde, la Chine et d'autres pays du Sud global, c'est-à-dire couvrant le monde entier, complet, englobant et universel, le Sud évidemment, de notre planète. Mais il manque le Japon, la Corée du Sud. La Corée du Sud est clairement plus au sud que la Corée du Nord. Quoique, qui sait, peut-être qu'ils les ont appelés ainsi, Sud et Nord, juste pour nous embrouiller. Tout le monde, absolument. Il manque le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et d'autres pays comme la Birmanie et le Bhoutan. Il me semble que ça s'appelle le Bhoutan. Bon, peut-être que je me trompe, non. Et aussi Israël. Donc, si la Syrie et l'Égypte font partie du Sud global, pourquoi les Juifs n'y sont-ils pas? Donc ce Sud global, en 2025, a proclamé la désobéissance, carrément une révolte contre l'oncle surveillant appelé les États-Unis. De plus, ils nous ont partiellement expliqué qu'ils ne peuvent plus supporter certaines choses. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent vraiment pas supporter? Tout d'abord, c'est la monnaie d'échange mondiale, le dollar. Nous ne les avons pas forcés, nous ne les avons pas obligés sous la menace d'une arme, personne ne les a forcés, ils ont choisi eux-mêmes. Ni yuan ni rouble. Deuxièmement, les États-Unis, après 70 ans de patience, ont d'ailleurs déclaré qu'ils ne subventionneraient plus le monde entier. En payant des droits de douane pour importer leurs propres marchandises dans ces pays et en ne prélevant pratiquement aucun droit de douane sur tous ceux qui importent des marchandises chez nous. D'ailleurs, si les droits de douane sont si terribles, pourquoi l'Inde, la Chine, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, le Japon et d'autres les perçoivent-ils avec plaisir sur nous? Peut-être que quand nous importons nos marchandises, les droits de douane, c'est bien les droits de douane, oui, mais quand on importe chez nous, alors là, c'est terrible. Ou alors, peut-être que ce n'est pas si terrible. Et troisièmement, donc, les États-Unis ont le culot de protéger le monde entier contre les ambitions de la même Russie, et de le faire complètement gratuitement. Les États-Unis arrogants indiquent à ceux que nous protégeons et à qui nous donnons la possibilité de ne pas dépenser des trillions pour la défense. Nous indiquons par exemple d'arrêter d'acheter massivement des ressources énergétiques à la Russie et ainsi de financer la guerre qui se déroule chez eux, c'est-à-dire une guerre qui a lieu sur leur propre continent. En achetant des ressources énergétiques à la Russie, ils la sponsorisent automatiquement. Le meurtre des Ukrainiens. Voilà. Oui, je vais dire tout de suite que nous, l'Amérique, achetons aussi certaines choses. Donc, quelque part, si je ne me trompe pas, pour environ 6 milliards de dollars. Et nous travaillons à trouver ou à produire chez nous ou à trouver des fournisseurs alternatifs. Parce qu'il y a certaines choses comme, disons, l'uranium enrichi, que Madame Clinton a, disons, offert ou vendu pour une petite somme dans sa poche. À la Fédération de Russie. De l'uranium enrichi. Voilà, 6 milliards de dollars. Et là-bas, de l'uranium, quelque chose d'autre aussi. Voilà. Mais si nous n'avons pas d'alternative pour l'instant, alors nous travaillons aussi là-dessus. Comme je l'ai déjà dit, l'Inde peut acheter dans de nombreux endroits, mais elle achète à la Russie parce qu'elle a décidé que cela lui permet non seulement d'économiser, mais aussi de gagner de l'argent. Et le président américain Trump s'est demandé comment faire en sorte que l'Inde n'y trouve pas son intérêt à acheter du pétrole à la Russie. Eh bien, on pourrait lui proposer du pétrole à des prix plus bas, mais ça reviendrait, comme on dit, à se voler soi-même. Ou alors, en guise de punition, confisquer à l'Inde ses revenus, qui dépassent de loin les revenus que l'Inde tire de cela. Ils achètent du pétrole russe, le raffinent et le purifient là-bas. En général, tout ce qui est génial est simple. Voilà. Regardez et écoutez. Salut, bienvenue de retour sur Joe Bloggs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui se passe dans les économies de la Russie et de l'Inde. Parce que le durcissement des mesures de Donald Trump contre l'alliance Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud se poursuit et, en réalité, s'intensifie. Si vous vous souvenez de la rencontre entre Donald Trump et le président Poutine en Alaska, qui avait été présentée comme une grande réunion censée mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais, malheureusement, elle n'a pas abouti à rien de productif, principalement parce que la Russie exige ce avec quoi l'Ukraine et l'Occident ne seront tout simplement pas d'accord.
Donc nous sommes dans une impasse entre ce que veut la Russie et ce qui est réalisable. Ainsi, la Russie a décidé que ce n'est pas l'Occident, ni Donald Trump, ni les objectifs ukrainiens, Russie de toutes sortes de noms, que l'Occident permettra des pots de vin. Nous recevons d'énormes sommes de l'Alliance en Donaldès, un accord russe. La situation s'est réunie. Mais aussi. Donc, je pense que, de façon réaliste, la guerre en Ukraine va probablement continuer dans un avenir proche et Donald Trump l'a maintenant compris. Et c'est pourquoi il a imposé de lourdes sanctions contre l'Inde sur l'ensemble de son écosystème. Qu'a donc fait Donald Trump après avoir compris qu'il était impossible de parvenir à un accord raisonnable avec Vladimir Poutine? Maintenant, si vous vous souvenez de la fin juillet, Donald Trump a publié ceci sur Truth Social, où il a exprimé son mécontentement face au fait que l'Inde continue d'acheter beaucoup d'énergie russe. L'Inde demeure, avec la Chine, le principal acheteur d'énergie russe. À un moment où tout le monde veut que la Russie cesse les tueries en Ukraine, tout va mal, l'Inde, par conséquent, est pauvre. Elle devra payer un tarif de 25% plus une amende pour ce qui précède à partir du 1er août. À l'époque, l'amende n'avait pas été détaillée, mais il a maintenant été annoncé et mis en œuvre qu'une amende supplémentaire de 25% s'applique. C'est-à-dire 25% de droits de base plus 25% d'amende ou de pénalité, appelez ça comme vous voulez. 25 plus 25, ça fait même sans calculatrice. J'ai calculé, ça fait 50% sur toutes les marchandises qui viennent chez nous depuis l'Inde. Autrement dit, leurs produits sont devenus 50% plus chers, ce qui conduit à deux conséquences. A, moins d'achats, et B, un remplacement progressif des produits indiens par des produits étrangers qui ne sont pas soumis à ces droits, amendes ou pénalités. Tout simplement, l'économie nous dit que si vous avez un produit et que son prix augmente de 50% alors que l'offre reste la même, la demande va essentiellement diminuer et, par conséquent, personne ne va l'acheter. Donc l'Inde subira d'énormes pertes. Le propre département de recherche de l'Inde, le GTRA, a effectué certains calculs et a découvert que depuis le début de 2022, lorsque l'Inde a commencé à acheter du pétrole russe après l'invasion de l'Ukraine, l'Inde a économisé environ 17 milliards de dollars en achetant du pétrole russe plutôt que du pétrole sur les marchés ouverts. Autrement dit, en un peu plus de 3 ans, l'Inde a gagné 17 milliards de dollars, soit environ 5 à 6 milliards de dollars par an. L'Inde achète du pétrole russe à prix réduit, l'achemine vers ses raffineries, fabrique de l'essence et d'autres produits similaires, puis les revend à ses Européens qui, soi-disant, n'achètent plus de pétrole russe. Ils ont prétendu y avoir renoncé, mais en réalité, ils savent très bien qu'ils en achètent, simplement en payant quelques centimes de moins par litre que, disons, ce qu'ils paieraient ailleurs. Je ne garantis pas que ce soit précisément 2 centimes par litre. C'est, pour ainsi dire, un peu de façon allégorique et symbolique, pour que ce soit clair qu'il s'agit d'une petite différence, oui. Ce sont précisément ces quelques centimes par litre qui donnent à la Russie la possibilité de détruire l'Ukraine et de tuer des Ukrainiens. Donc tous les problèmes, pour ainsi dire, tout le problème, c'est le problème de 2 centimes. Je ne suis toujours pas sûr que ce soit bien 2 centimes. Je me demande combien l'Europe a économisé par Ukrainiens et Ukrainiennes tués, si on fait le calcul par personne. Je vais vous donner les principaux acheteurs de carburant indo-russe. Et l'un d'eux, vous allez vraiment être surpris, mais par l'un d'eux, vous allez carrément halluciner. Allemagne, France, Angleterre, Lituanie, Pologne, Grèce, Suède, Turquie. Et maintenant, vous allez soit vous réjouir, soit être déçu. Le pétrole russe raffiné en Inde est acheté par l'Ukraine, finançant ainsi les bombardements russes de ses propres villes. Ça a coulé dans la tête.
Depuis 2023, l'Ukraine est devenue l'un des 5 principaux acheteurs de carburant indien produit à partir du pétrole russe. De janvier à août 2025, l'Ukraine a acheté 450 et 1000 tonnes de diesel qui, comme je l'ai déjà dit, a été fabriqué à partir de pétrole russe, ce qu'ils savent parfaitement. D'ici la fin de l'année, l'Ukraine, selon son plan d'achat, achètera 600 000 tonnes de produits russes, enfin indiens, mais en réalité russes. C'est intéressant comment, dans cette petite boule bleue, Ça tourne, n'est-ce pas? Il a également été estimé que l'impact du nouveau tarif américain de 50% sur les exportations indiennes vers les États-Unis pourrait entraîner une perte d'environ 37 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours des 12 prochains mois. Il prévoit que le volume total des exportations baissera de 43%, entraînant une perte de revenus de 37 milliards de dollars. l'Inde perdra 37 milliards de dollars par an en raison de l'augmentation des droits de douane par les États-Unis. Et elle gagnera sur le pétrole russe, 5 à 6 milliards, oui. Cela représente une perte de plus de 30 milliards de dollars par an. Je me demande combien de temps le gouvernement de Modi tiendra. Vous, c'est une démocratie, pas une tyrannie ce pays, il est souvent démocratique. Mais peut-être que la Russie pourra remplacer les États-Unis comme marché pour l'Inde? En public, c'est le diable ici. Maintenant, si je regarde ce graphique, il montre les 10 principales destinations d'exportation de l'Inde en 2024. Et vous pouvez voir qu'en tête de cette liste se trouvent les États-Unis, où l'Inde a vendu des marchandises pour 87,3 milliards de dollars. Il s'agit uniquement de biens, de produits physiques. Cela n'inclut pas les services, qui représentaient environ 45 milliards de plus. Et cela représentait 20% de toutes les exportations. Allons-y. Je précise 80 milliards de biens et 40 milliards de services. Bon. C'est ce que l'Inde reçoit en dollars des États-Unis d'Amérique. Pour l'instant, nous sommes en principe... Nous interdisons. Les entreprises américaines commencent à être interdites de délocaliser des services comme la gestion des appels, les renseignements et le traitement des données vers l'Inde. Dans cette vidéo britannique, elle a été enregistrée, comme vous l'avez probablement déjà deviné, par une personne avec un accent britannique. Vous n'entendrez pas parler de cela. Mais nous voulons réduire de moitié les revenus de l'Inde provenant des services, c'est-à-dire couper encore 20 milliards par an, c'est-à-dire que le pétrole russe, donnera à l'Inde 5, 6, disons 7 milliards de plus. Peut-être aussi quelque chose dans la poche personnelle de Modi, on ne sait pas, oui. Mais il y a moins 30 milliards sur les droits de douane pour les marchandises, et encore 20 milliards pour les services réduits, ce qui signifie un coût porté à l'Inde de 50 milliards de dollars par an. Et combien de temps l'Inde va-t-elle continuer à faire la maligne et à financer la guerre en Ukraine avec l'aide de l'Europe et de l'Ukraine? J'espère que ce ne sera pas très longtemps. De toutes les exportations de l'Inde, c'est pourquoi ces tarifs seront si douloureux pour l'Inde. Et c'est exactement pour cela que Donald Trump l'a fait. Parce qu'il essaye de rompre les relations entre l'Inde et la Russie. L'Inde est le principal acheteur des exportations russes en valeur, surtout grâce à ses achats de pétrole. Elle paie ce pétrole plus cher que la Chine. La Chine a des oléoducs, ce qui rend le pétrole moins cher puisqu'il n'a pas à être transporté autrement. Ainsi, l'Inde est en fait le plus grand fournisseur de liquidités pour l'économie russe et Donald Trump essaie de détruire cela en imposant effectivement une amende sur toutes les exportations indiennes. Et ces 87 milliards, si nous regardons cette liste des 10 plus grands marchés d'exportation pour l'Inde, vous verrez que la Russie n'y figure pas. Ce n'est pas dans le top 10. Parce que la Russie n'achète pas beaucoup de marchandises à l'Inde. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Russie a refusé de faire des affaires en roupies indiennes. Parce qu'elle n'avait rien à faire avec ces roupies. Elle ne veut pas acheter beaucoup de marchandises à l'Inde. Donc au final... Suite. L'idée de régler le pétrole dans la monnaie locale, c'est du troc. Je l'ai déjà expliqué parce que l'Inde ne produit rien d'intéressant pour le marché russe, ça ne marche pas. Mais même si c'était le cas, les importations annuelles des États-Unis.
Autrement dit, si les Russes et les Indiens avaient à te trouver, qu'y a-t-il d'Indiens à importer là-bas? Et s'ils avaient qu'une commencé à l'importer? Alors comparons maintenant le marché américain avec le marché russe. Aux États-Unis, il y a 350 millions d'habitants en Russie, et bien là-bas. Plus d'un tiers, moins de la moitié, oui, disons pour ainsi dire chez nous. Chez nous, le marché représente 3 000 milliards de dollars par an, et l'importation annuelle, ce que la Russie importe chez elle, c'est 270 milliards, donc c'est 12 fois moins. Voici comment un nain remplace un géant. Et si nous regardons la répartition des 10 principaux produits que l'Inde fournit aux États-Unis, je pense que c'est vraiment intéressant. Le produit le plus important en valeur, ce sont les smartphones. Principalement, Apple a transféré une grande partie de sa production en Inde. Lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir pour son premier mandat, il ne voulait pas que toutes les entreprises américaines dépendent de la Chine. C'est pourquoi beaucoup de production a été déplacée en Inde. Ces smartphones auraient pu être achetés ailleurs. Donald Trump a déjà parlé avec tous nos géants de la technologie, et le coup a été porté à l'Inde. Ils construisent tant des usines aux États-Unis, ce qui signifie que 10 à 16 milliards de dollars que l'Inde recevait des États-Unis vont disparaître. Avec du point de vue en termes de capacité à infliger des dommages aux États-Unis en retour, cela n'aura pas d'impact significatif sur l'économie américaine. Maintenant, en ce qui concerne ce que cela signifie pour l'économie indienne, si ces droits de douane de 50% restent en vigueur, le chef de l'opposition en Inde aura évidemment un certain intérêt à ce que ces chiffres paraissent assez alarmants. Mais ils ont mené une certaine analyse sur la façon dont cela pourrait avoir un impact sur l'emploi, si vous regardez ici. Il dit que le secteur indien de l'exportation textile est confronté à une perte potentielle de 500 000 emplois. C'est un chiffre important. Dans le secteur des pierres précieuses et de la joaillerie, dont les diamants, cela représente 150 000 à 200 000 emplois, un chiffre toujours important. 1 million de personnes employées dans la taille et le polissage des diamants ont déjà perdu leur emploi depuis le mois d'avril. Il dit que c'est un chiffre énorme. Et en ce qui concerne la production de crevettes, il dit que cela pourrait concerner directement et indirectement encore 2,5 millions de personnes. En additionnant ces chiffres, plus de 3 millions d'emplois pourraient être concernés en Inde. En Inde, la population atteint 1,4 milliard, mais 3 millions d'emplois, c'est vraiment un coup dur pour n'importe quelle économie. Peu importe combien vous avez de personnes, c'est un chiffre important. En plus de l'effondrement du budget, 3 millions, 3 à 5 voire des millions de familles perdront leur source de revenus. Ce sont d'énormes pertes. Et pourquoi ? Pour montrer à Donald Trump que nous ne dépendons pas de lui, pour le punir, pour punir l'Amérique. Vous savez, c'est comme punir le contrôleur en achetant un billet et en ne prenant pas le train, juste pour montrer qu'ils sont indépendants, c'est ça. Mais ce n'est pas vrai. Ils sont dépendants, mais on ne leur demande rien d'autre que d'arrêter de financer le massacre en Ukraine, qu'ils subventionnent avec l'Union européenne, la Grande-Bretagne et l'Ukraine. Ça ne me fait pas rire du tout. Ça ne veut rien dire. Pourquoi en Inde ? Parce qu'il était plus facile de frapper l'Inde que l'ensemble de l'Union européenne, et aussi parce qu'ils sont le maillon faible. Et le coup est toujours porté sur le maillon faible. Demandons-nous si c'est bien ou mal. Que Donald Trump veut arrêter la guerre, qui chaque jour, que vous croyez en Dieu ou non, emporte 1000 vies, des vies humaines. Je n'ai pas compté les pourcentages, combien il y en a, mais il est dans les yeux. La moitié du monde, pour cela, pour le fait qu'il veut arrêter la guerre, le considère comme un criminel et un meurtrier. Et ceux qui donnent de l'argent à la Russie pour la guerre, c'est l'Angleterre, la France, la Belgique, la Turquie, l'Ukraine. Ce sont de bons gars. Parce que le peuple, eh bien, disons-le, la populace, oui, c'est un mot plus juste, mais pour une raison quelconque, il est politiquement incorrect de le prononcer, ne sait pas faire. Distinguer les beaux discours de la vérité, la fiction du fait, la manipulation de la logique. Mais c'est pour cela qu'ils existent. Eh bien, il y a la populace, ou le plèbe, ou le démos en grec, oui, c'est-à-dire la couche la plus basse de la société des êtres pensants, Homo sapiens, mais il s'avère que tous les homos ne sont pas sapiens.
Mais Le problème auquel l'Inde est actuellement confrontée, c'est que toutes ces marchandises exportées vers les États-Unis seront désormais 50% plus chères et par conséquent, leur volume et leur valeur vont diminuer. Alors, quel est le bilan et la conclusion pour aujourd'hui? Eh bien, je voulais publier cette vidéo parce que, à mon avis, ce qui se passe actuellement entre les États-Unis et la Russie est vraiment assez intéressant. Lorsque Donald Trump est devenu président pour la première fois, il paraissait sûr de pouvoir vite mettre fin à la guerre en Ukraine. Il disait même pendant sa campagne qu'il pouvait mettre fin à la guerre en un jour. Ensuite, il espérait y parvenir en un mois. Nous avons récemment eu une réunion en Alaska où un accord était espéré, mais malheureusement, rien n'a abouti. Principalement parce que la Russie ne fait pas vraiment de concessions. Elle ne semble pas vraiment intéressée par la conclusion d'un quelconque accord de paix et l'accord qu'elle souhaite sera difficilement acceptable pour l'Ukraine. Il semble donc désormais probable que la guerre en Ukraine va se poursuivre dans un avenir prévisible. Et Donald Trump utilise maintenant d'autres tactiques pour essayer de rendre cela très douloureux pour la Russie et ainsi les forcer à cesser les hostilités. Et l'une des principales choses qu'il essaie de faire en ce moment, c'est de cibler les relations commerciales existantes de la Russie, d'où elle tire la majeure partie de ses revenus, pour les rompre et ainsi couper toutes les sources de revenus de la Russie et la forcer à arrêter la guerre. L'Inde a été très ouverte ces 3 dernières années, déclarant qu'elle était heureuse de poursuivre sa coopération avec la Russie. Elle n'a aucun problème avec la guerre en Ukraine, elle n'applique aucune sanction contre la Russie et est en fait devenue le plus grand acheteur de pétrole russe en valeur devant la Chine. L'Inde apporte beaucoup d'argent à la Russie, ce qui continue de financer la guerre. Deuxièmement, l'Inde reconditionne le pétrole brut russe et le vend ensuite comme des produits raffinés indiens tels que l'essence, le diesel, le kérosène au reste du monde. Ainsi, de manière indirecte et secondaire. L'Occident continue donc de soutenir la Russie car il achète ces produits raffinés fabriqués à partir du pétrole russe, de sorte que la Russie reçoit quand même un paiement, même si elle ne raffine pas elle-même les produits. Si vous ajoutez 50% au prix de quelque chose, cela réduira la demande. Parce que certaines personnes diront simplement « en fait, je ne peux pas me le permettre » ou « j'achèterai autre chose » ou ils changeront leur façon de faire les choses. On estime que l'Inde perdra environ 43% de ses exportations vers les États-Unis. Et les États-Unis sont de loin le plus grand marché d'exportation pour l'Inde. Ils représentent 20%. L'Inde ne doit pas permettre que cela se produise. Ils doivent envisager toutes les options et dire « D'accord, nous ne voulons pas de ce tarif de 50%. Que devons-nous faire pour éviter cela ?» Maintenant, la principale chose qu'on leur a dit de faire, c'est d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Si vous faites cela, cela descendra à 25%. Le problème, c'est que ce n'est pas qu'une question d'économie, mais aussi de politique et de pouvoir. Modi en Inde ne veut vraiment pas que Donald Trump lui dise quelle doit être sa politique. Il prendra ses propres décisions. D'un point de vue économique, il n'est pas logique de payer un tarif de 50% juste pour acheter du pétrole russe. Parce que le pétrole russe, même s'il est moins cher que les autres approvisionnements, n'est pas aussi bon marché que ça. L'Inde pourrait chercher d'autres fournisseurs de pétrole. Cela peut être coûteux, mais si cela maintient leurs exportations vers les États-Unis, cela en vaut la peine. Maintenant, du point de vue de la Russie, cela représente probablement la plus grande menace pour l'économie russe. L'économie est déjà en difficulté. Nous en avons beaucoup parlé, elle est passée à une économie de guerre. De nombreuses entreprises dépendent désormais entièrement du Kremlin pour leurs revenus. Elles sont payées, sont directement financées par l'État. C'est pourquoi peu de gens... Les entreprises restent connectées aux marchés mondiaux, mais exportent peu. La suite au prochain épisode. S'ils perdent leur principal acheteur de combustibles fossiles, l'Inde, une grande partie de l'industrie des combustibles fossiles, surtout le pétrole et le gaz, pourrait commencer à vraiment rencontrer des difficultés. Comme déjà mentionné, ce secteur a des coûts fixes très élevés. Il faut assurer un volume de vente suffisant pour couvrir les dépenses de base, puis générer un bénéfice dès qu'un certain seuil est atteint. Si la Russie perd ses ventes de 2 millions de barils par jour à l'Inde, où iront-ils? Que faire? Il n'a nulle part où stocker ce pétrole, c'est irréalisable. Et c'est pourquoi la Russie aurait donc dû réduire sa production et cela pourrait avoir de graves conséquences pour l'industrie pétrolière russe à l'avenir. La dernière chose à faire avec des puits de pétrole déjà installés est d'arrêter le flux, car cela peut poser de graves problèmes. Et ce n'est pas aussi simple que d'ouvrir ou de fermer un robinet lorsqu'il s'agit d'extraire des millions de barils de pétrole de la Terre chaque jour. Maintenant, une question se pose.
Jusqu'à quel point l'orgueil de maudit l'empêchera-t-il de stopper la ruine d'un pays déjà pauvre avec 1,5 milliard d'habitants? Et la question est de savoir dans quelle mesure la Chine et la Russie remplaceront le marché américain. Eh bien, à mon avis, elle est stupide, mais laissez-moi essayer de la décomposer. Les Africains vont-ils acheter des produits indiens? Et le salaire moyen sur le continent africain varie de 100 à 300 dollars par mois. Le salaire moyen de tous les habitants non urbains de Chine est de 100 à 300 dollars par mois, alors que dans les zones non urbaines de Russie, il dépasse 500 dollars par mois. Et comment font ces gens à qui il ne reste presque rien après avoir payé la nourriture, les médicaments et les dépenses domestiques? Comment vont-ils remplacer le marché américain, où les salariés gagnent en moyenne 4 500 dollars par mois? Mesdames et messieurs, je vous ai déjà parlé des activités de mon bon ami Sean Kuczynski. Mais je dois aussi vous parler d'un autre de ses projets, qui à mon avis pourrait intéresser beaucoup d'entre vous. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, lui et son équipe redonnent vie à vos souvenirs. Par exemple, vous souhaitez raconter à vos enfants, petits-enfants, descendants, arrière-petits-enfants l'histoire de votre famille, vos racines, votre parcours de vie, certaines raisons de vos choix, comme pourquoi vous avez déménagé ou non de votre pays natal vers l'Occident. Tout d'abord, l'équipe de Sean, après vous avoir écouté, rédigera un scénario. Ensuite, quand il redonne vie aux photos, vous allez le voir par vous-même dans une seconde. Il peut s'agir de vieilles photos, voire très anciennes, usées, presque invisibles. Troisièmement, cela peut être fait en russe, puis traduit ensuite, dans n'importe quelle langue que vos petits-enfants parlent, dans n'importe quelle langue du monde. Je pense que... Mais pourquoi devrais-je vous raconter tout ça? Regardez. Regardez, vous avez une vieille photo de votre grand-père que vous pouvez animer et intégrer dans un film, sur votre famille ou sur votre vie. La ville où vous avez vécu prend vie à l'écran. Vous souhaitez raconter votre vie à vos enfants, petits-enfants et leurs descendants. Vous avez des histoires à partager, même si vous ignorez comment les exprimer. Nous vous aiderons, nous poserons des questions, nous regarderons ensemble vos archives et nous réaliserons un film que de nombreuses générations de vos descendants regarderont. Imaginez que vos souvenirs se transforment en film, que ce soit des conseils pour vos enfants et petits-enfants ou l'histoire de votre vie, nous donnons vie à vos récits. Offrez à vos parents un film sur leur vie, l'essentiel et les détails. Pour laisser un souvenir authentique de vous, appelez-nous pour en discuter. Vous aurez entre les mains quelque chose de merveilleux sur la vie de votre famille, de vos proches et de vos amis, et êtres chers disparus depuis longtemps. Sur ce, nous nous disons au revoir jusqu'à nos prochaines rencontres. Et je pense qu'aujourd'hui, le sujet était incroyablement intéressant et je vous demande vraiment de le partager. C'est-à-dire, je comprends que, disons, vous êtes déjà abonné, probablement, cliquez sur toutes sortes de choses, cliquez, il y a beaucoup de gens. Chez d'autres blogueurs, 10% des spectateurs commentent, alors que chez moi, c'est 20%, ce qui me rend très heureux. Bon, si je pouvais le faire maintenant, j'en ferais 50 oui, mais c'est une option presque impossible. Mais dans tous les cas, s'il vous plaît. C'est-à-dire, envoyez à vos amis ce que je raconte. C'est extrêmement important à comprendre, parce que sinon, sans compréhension, toute personne qui vous embobine s'appelle jeter de la poudre aux yeux. Vous créera une vision complètement erronée, qui lui est utile pour une raison quelconque et une image du monde. Au revoir.